Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus si nombreux aujourd'hui. On est ravis de vous accueillir pour la première édition du Future of Agile. Donc merci beaucoup d'être présents. Alors je vais vous présenter très rapidement le programme de cet après-midi. Donc on aura une keynote d'entrée, on vous en dira plus juste après. On aura 3 tables rondes. La première, le management est-il l'avenir de l'agilité ? La deuxième, en opposition avec la première valeur du manifeste agile, les outils et l'IA vont-ils sauver l'agilité? Et enfin, la troisième table ronde, management et excellence opérationnelle, quels sont les grands défis à venir des transformations agiles? On est également ravis aujourd'hui de pouvoir vous annoncer notre partenariat avec Atlassian. Et donc, je vais laisser Andrea en parler. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci Sabrina pour l'intro. Nous sommes ravis d'être présents aujourd'hui. Donc, en effet, comme Sabrina le mentionnait, c'est notre premier événement avec OnePoint. Pour la simple et bonne raison que nous venons de développer le partenariat ensemble. Donc, ça ne devrait certainement pas être le dernier. Voilà, aujourd'hui, en fait, on a la chance d'être assez présent côté Atlassian. Donc, juste en haut, sur la mezzanine qu'il y a derrière vous, on aura quelques-uns de mes collègues qui seront présents pour répondre à vos questions. Donc, on a à la fois des responsables commerciaux, des ingénieurs solutions, des spécialistes solutions et des responsables partenariats, comme moi. Voilà, il y a quelques semaines seulement, on a développé le partenariat avec OnePoint, un partenariat stratégique. On est convaincus qu'on pourra faire de super choses ensemble et qu'ils sont excellents dans l'accompagnement de nos clients communs. Donc, on est très complémentaires. L'éditeur travaille énormément avec ses partenaires. Donc, on a un écosystème de partenaires en France qui est là pour vous accompagner au quotidien et vous guider au mieux dans l'adoption de nos solutions. Donc, on sera ravis de vous expliquer un petit peu mieux notre plateforme. Si vous avez des questions, j'ai 2 collègues qui sont là pour faire des démos si besoin aussi. Par exemple sur Atlassian Intelligence. Donc, n'hésitez pas. Et ravi, encore une fois, de lancer ce partenariat officiellement aujourd'hui. Donc, merci à tous d'être présents et à tout à l'heure. Bonjour à tous, moi je suis Martin Rigauvin, je suis leader transformation agile et produits chez OnePoint. Et donc je vais avoir l'honneur d'être un des premiers à prendre la parole aujourd'hui. En 2014, Dave Thomas, qui est un des signataires du manifeste agile, a écrit un article qui s'appelait Agile is dead. Je vous laisserai regarder le contenu de l'article. Il est trouvable facilement sur Internet. Ce qu'on peut noter, c'est que finalement, ça a été le premier à lancer une tendance qui est assez récurrente ces dernières années sur le thème de la fin de l'agilité. Pour certains, l'agilité, c'est devenu un business de consultants et de méthodologues, ce qui n'est pas tout à fait faux. Pour d'autres, les frameworks agiles à l'échelle ne sont pas vraiment agiles. Certains disent qu'ils sont juste mal appliqués. D'autres disent aussi que l'agilité telle qu'elle est déployée aujourd'hui est déployée trop en surface pour avoir un impact réel sur l'organisation de l'entreprise. Et on a aussi d'autres personnes qui pointent le fait qu'on n'est pas capable vraiment de mesurer finement l'impact des transformations agiles de ces dernières années. Le fait est que depuis que 20 ans après le manifeste agile, le concept d'agilité est peut-être un petit peu usé d'avoir été manipulé un peu à tort et à travers par les décideurs du monde économique et politique. Pourtant, on peut faire 2 constats. Le premier, c'est que ceux qui prédisent la fin de l'agilité sont sans doute pas prêts à en abandonner les bénéfices. Et le deuxième, c'est que instinctivement, on se dit que les entreprises n'ont pas vraiment terminé leur transformation, ne sont pas forcément prêtes pour les défis qui arrivent. L'adaptabilité, la rapidité, la réactivité, on voit que ce sont des concepts qui sont clés pour faire face aux 4 grandes ruptures qui vont arriver, les ruptures technologiques, les ruptures économiques, les ruptures géopolitiques et évidemment les ruptures climatiques. Donc chez OnePoint, nous, on pense que l'agilité a son avenir devant elle et on a décidé d'organiser spécifiquement cette conférence sur le sujet des
tendance future de l'agilité. On a articulé l'événement autour de 3 tables rondes qui ont été présentées par Sabrina, donc que je ne vais pas répéter. Et pour commencer, on s'est dit qu'on allait prendre un peu de hauteur et qu'on allait s'ouvrir l'esprit sur ce que c'est que de la prospective et ce que c'est que de la prospective dans le domaine de l'agilité. Donc on reçoit aujourd'hui 2 speakers qui ont écrit sur le sujet. Le premier, c'est Martin Loquin, qui est creative strategist chez OnePoint, qui a écrit un livre qui s'appelle Agile Walk. Vous pouvez l'applaudir, si vous voulez. Et Julien Dreher. Donc Julien Dreher, qui est product manager et chef d'entreprise, et serial entrepreneur, qui a écrit un livre qui s'appelle Demain, tous managers. Bonjour. Alors Martin, comment est-ce qu'on fait pour se projeter dans le futur ? Alors, moi, je vais prendre plutôt une casquette de prospectiviste. Alors, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé, l'évolution des pratiques agiles. Donc, j'y ai consacré un livre, alors, qui a pour particularité d'être coécrit avec un guide de haute montagne. Donc, voilà, pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle Agile Walk. Je vous inviterai à le découvrir. Et donc, je vais plutôt prendre la casquette de prospectiviste pour ouvrir cet après-midi. Et puis on va échanger évidemment avec Julien qui est expert sur ces sujets. Et donc quand Martin m'a dit on va parler d'agilité future, ce serait bien de comprendre un peu comment on fait pour se projeter. Alors déjà il faut être toujours très, très humble hein, quand on cherche à se projeter, bien malin qui sait dire comment toutes ces pratiques-là vont évoluer, c'est le but de cette séquence. Néanmoins, il y a un certain nombre de pratiques que je vais essayer de détailler en 5 minutes chrono pour vous amener à appréhender ces différentes discussions cet après-midi avec le bon état d'esprit. Le premier point qu'on peut dire, effectivement, alors prospective, hein, je ne fais pas un cours théorique, mais prospective, c'est imaginer des futurs possibles. Plus il y a de l'incertitude, plus il faut envisager une diversité d'avenir. Et plus effectivement on cherche à envisager une diversité d'avenir, plus il y a ce qu'on appelle une panne des imaginaires. Donc c'est bien documenté dans la littérature, c'est que c'est super dur en fait. C'est super dur, il y a une paroi de verre et on a du mal à vraiment appréhender de façon fine comment, en l'occurrence, quand on se projette à la maille des interactions dans une organisation, comment tout ça peut évoluer. Il y a un exemple moi, qui me frappe beaucoup. C'est toujours les visions des géants de la tech qui font régulièrement des exercices d'anticipation. Il y a eu un exercice qui parle en particulier de l'agilité que je vous inviterai à voir, c'est Microsoft et Samsung qui ont fait un exercice en 2015 où ils sont interrogés sur l'évolution des pratiques en entreprise. J'ai fait juste un screenshot, mais je vous invite à aller voir les vidéos. Ce qui est bluffant, c'est que tout est commun dans ce qu'on appelle des scripts d'usage, dans la façon dont les interactions sont scriptées dans les vidéos. On propose absolument les mêmes interactions, les mêmes outils, les mêmes modes de collaboration. Et moi, ça m'interpelle toujours beaucoup en me disant, c'est quand même des acteurs qui sont censés avoir un 2, 3 coups d'avance sur l'évolution des pratiques, et pour autant qu'on ont du mal, en tout cas, à proposer des visions qui soient distinctives, au-delà du fait que c'est des visions qui sont souvent assez aseptisées, assez clinique et du coup qui de facto n'engendre pas, on va dire, une adhésion émotionnelle. On peut adhérer intellectuellement en disant ce serait super d'interagir, en l'occurrence de façon distribuée. En 2015, donc déjà il y a des tentatives d'intégrer des dispositifs qui forcent l'agilité, donc des tableaux verticaux, on voit des projections holographiques dans les deux cas, la capacité à créer du langage commun avec des logiques de dashboard, etc. Pour autant, je vous mets au défi, ça a été bien illustré par Minority Report, mais d'interagir 20 minutes sur un écran de ce type, je pense que tout le monde serait assez fatigué au bout de l'exercice. Mais voilà, ce qu'il faut retenir de l'exercice, c'est que c'est dur de se projeter, et a fortiori sur des interactions qui sont qualitatives et qui dessinent la façon dont on interagira demain. Alors, il y a des grilles, quand on fait de la prospective, il y a des grilles d'analyse. Moi, j'aime bien utiliser l'analogie de la lampe de poche. Donc, on a une lampe de poche. Plus on cherche à se projeter loin, plus on essaie. Il faut éclairer avec un grand angle et éclairer les angles morts, évidemment, parce que il y a tout un tas de choses qui vont arriver sur le côté qu'on ne voit pas forcément venir. À 3 ans, on va extrapoler des tendances passées. Donc, c'est facile de dire, si on regarde l'évolution des pratiques agiles sur les 10 dernières années, sans trop se planter, on pourrait dire qu'il y a 3 ans, il y a un certain nombre d'invariants et qu'il y aura un certain nombre de pratiques qui vont perdurer. À 5 ans, il faut accepter de manipuler des signaux faibles. Donc à 5 ans, on fait des hypothèses,
on regarde, on fait des pas de côté, on va voir peut-être dans des industries qui sont en avance de phase sur certaines pratiques, comment elles se structurent. À 10 ans, on est dans de la spéculation. Voilà, donc on se projette, on ouvre l'imaginaire. Et puis au-delà des 10 ans, effectivement, il y a des incertitudes majeures. Donc voilà, encore une fois, il faut être extrêmement humble au-delà de cet horizon de temps, puisque le futur est aussi quelque chose à imaginer. Donc il y a un certain nombre de positions à prendre pour faire advenir des futurs qui sont des futurs qui nous semblent favorables pour nos organisations. Alors, on a fait un exercice que je vais vous diffuser. Donc l'idée, c'était... donc moi, j'avais très envie de faire cette intro avec Julien, parce que c'est quelqu'un dont j'ai eu le plaisir de découvrir tous les travaux autour de l'entreprise de demain. Et donc, nous, quand on fait des exercices de prospective, évidemment, je l'ai évoqué, mais on va aussi regarder des gens qui font ces pas de côté-là. On s'est dit, ce serait intéressant de faire réagir Julien sur une vision d'entreprise. Donc, je vous mettrai au défi de trouver la date de la vidéo. C'est pour susciter votre curiosité. Donc, c'est une vidéo qu'on a réalisée pour le forum de l'OCDE, donc il y a quelques années. L'OCDE a consacré donc son forum annuel justement à l'évolution des pratiques collaboratives en entreprise et en particulier à la question de l'agilité. Donc, vous voyez, on cherchait à se projeter au-delà des 10 ans, donc on s'est dit on va produire une vision, un peu à la façon de Microsoft et Samsung. Donc il y a beaucoup de choses, vous allez voir, qui ont extrêmement mal vieilli. Le sujet, c'est de prendre un pas de recul et de se dire voilà, qu'est-ce qui nous intéresse dans cette vision-là, qu'est-ce qui s'est concrétisé. Au contraire, est-ce qu'il y a des éléments qui étaient totalement à côté de la plaque ? On parle notamment d'IA générative et la façon dont ça peut augmenter nos interactions. Et puis après, on fera réagir aussi Julien sur sa lecture de cette vision-là et la façon dont ça peut aussi nourrir les échanges au fil de l'après-midi. Welcome to my company. I'm Jonathan Wirt, Chief People Officer of an international communications agency. I launched the trial period of FE 6 months ago, and now I can assure you that my employees won't let me remove it from our workflow. FE is an AI that we embed in our professional and internal networks. It is designed to help our collaborators to be more aware about their activities. FE monitors and gathers all types of information from the apps and softwares we're using here, such as Microsoft Office, Google Chrome, Slack, LinkedIn, Facebook, Skype Enterprise, WhatsApp, etc. It collects your schedule too, the time you spend at a meeting or on your lunch break, the amount of time you spend writing emails or working on a proposal for a customer. With all this singular data, FE becomes your best work coach and helps you improve your productivity and boost your well-being. Sometimes you can spend hours trying to resolve an IT issue on your laptop. Who doesn't, right? Well, FE will spot that, identify someone close to you who has met and solved the same issue not long ago, and will notify you so you can go ask for help and save time. FE will enable you to create meaningful relationships with real people. But beyond the direct impact on your efficiency, FE focuses on improving the quality of your life at the office. Because at the end of the day, it's your happiness that will determine your motivation and your productivity. For instance, if you spend too much time on a task and seem stuck, FE will see that and notify you that you should take a break. And if you're very tired, certainly because of the after work you went to yesterday, FE will suggest you take a 15-minute power nap so you can get your strength back. As an employer, it also allows me to detect abusive behavior, such as a collaborator who's been spending 4 hours a day on Instagram, or even toxic behavior. Of course, these are all options. You can adjust all parameters and find the perfect balance to get the best from your collaborators in terms of happiness and efficiency. What are you waiting for to improve the ability and happiness of your employees? Alors, en quelle année cette vision spéculative, à votre avis, a été produite ? Non, alors c'est après. C'est 2019, fin 2019. Donc c'était il y a 5 ans. Alors quand on regarde ça, voilà, c'est toujours... il y a des choses qui ont mal vieilli. Julien, quand il a vu, m'a dit, ça me fait penser à Retour vers le futur, quand on imagine l'augmenteur de pizza. Donc on prend un peu des technologies qui nous font fantasmer, on essaye d'inventer des usages autour. Voilà, mais l'idée, c'était de partir de cette vidéo et puis Julien, d'essayer de te faire réagir sur qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui t'interpelle
et quelles sont les pratiques dont on peut s'inspirer pour les besoins de l'exercice qui vise cet après-midi à se projeter dans le futur de l'agilité. Merci Martin, bonjour à tous, bonjour à toutes. Effectivement, tu l'as un peu dit, moi, à chaque fois que je vois ce genre de vidéo, je suis toujours un peu... effectivement, ça me fait penser à Retour vers le futur, et c'est toujours le problème dans ces exercices de prospective, c'est que d'abord, on est toujours très solutionniste. On part des solutions, on part des idées. On est toujours très technocentré, mais évidemment, la techno fera encore plus partie de notre quotidien, mais la techno n'est qu'un élément. Et autour, il y a de la gouvernance, il y a des relations sociales. Et puis le troisième élément, et ça c'est intéressant par rapport à la date, puisque le confinement, c'est qu'en fait, le temps, il n'est évidemment pas linéaire. Il peut être exponentiel, il peut y avoir vraiment un saut quantique à un moment. Donc, c'est toujours un peu la limite de ce genre d'exercice. Et c'est vrai que moi, en général, quand j'essaie de penser à prospective, alors là, pour le coup, je mets ma casquette, je suis vraiment quelqu'un qui a baigné dans la culture du product management. Et c'est vrai que un des premiers trucs évidents quand on pense produit, quand on a le mindset produit, c'est de ne pas penser solution, c'est de penser problème. Vraiment le côté problème centrique. Et finalement, les solutions viennent comme une manière, comme des possibilités. D'ailleurs, les solutions ou la prospective, elle est plurielle. Plusieurs futurs, en fait, quand on parle de futur, en fait, là, il faudrait mettre au pluriel parce que plusieurs futurs sont possibles. Il ne dépend que de nous de savoir quel futur on veut faire. Mais par contre, les problèmes, eux, ils existent. Et effectivement, quand on regarde aujourd'hui l'agilité et les problèmes aujourd'hui qui se posent dans les entreprises, je regarde juste le timing, parce que quand on regarde le problème majeur qui se pose dans les entreprises, finalement, et j'ai l'impression que ça fait un peu consensus à chaque fois qu'on en parle, on tourne un peu autour du pot, mais c'est ce qu'on appelle la vitesse d'exécution, la vélocité. Et quand on compare, alors je ne vais pas dire start-up versus grand groupe, on va dire des entreprises, j'ai plus généralisé, les entreprises pré-digitales, donc on construit leur gouvernance et leur culture avant l'émergence du digital, et puis on va dire les start-up, en tout cas celles qu'on construit post-digital. Les entreprises pré-digitales ont eu besoin d'une remise à niveau. Et c'est un peu pour moi comme ça que je vois ce cycle, on parlait de 2014, ce cycle de l'agilité depuis 2014, c'est une espèce de remise à niveau pour créer un outil de production itératif. Voilà. On met en place des sprints, des trains, on fait du scrum, etc. Donc ça, c'est l'outil de production. Maintenant, il reste à créer toute la gouvernance et toute la culture autour pour faire en sorte, parce que quand on parle de vélocité, en fait, les problèmes, c'est des problèmes d'exécution. Aujourd'hui, on a beau être agile, on est incapable de faire en quelques jours, comme certaines entreprises le font, d'avoir une idée et de le mettre sur le marché et de mettre en place une boucle de feedback d'amélioration continue. Et c'est ça, en fait, le vrai sujet, c'est ça la vraie finalité. D'ailleurs, pas mal d'entreprises très récentes ne parlent pas d'agilité parce qu'en fait, ils ont créé un outil de production agile, j'ai envie de dire par défaut, parce que c'est le digital qui le veut. Et donc c'est ça que je trouve qui est intéressant dans l'exercice de prospective, c'est de dire ok, ça c'est notre problème aujourd'hui, et à 10 ans on voit bien que ce problème il est extrêmement lourd, puisque qui dit absence de vitesse, problème d'innovation, parce que les entreprises seront plus en mesure de renouveler leurs offres, de renouveler leurs services, d'améliorer les services, ne seront plus capables de suivre l'évolution technologique et le seuil d'augmentation d'exigence de leurs clients. Mais j'ai envie de dire presque surtout, ils seront plus capables d'attirer les talents qui ne supporteront plus une vie à deux vitesses, c'est-à-dire une vie qui va très vite dans sa vie personnelle et qui va aller de plus en plus vite avec de plus en plus de possibilités, et une vie au ralenti dans les entreprises. Et j'ai envie de dire la dissonance va être de plus en plus flagrante. Et si on regarde finalement les problèmes de vitesse aujourd'hui, c'est des problèmes qu'on a depuis des années, le problème des silos. Le manque de coopération, de vision commune, de possibilités de priorisation entre les silos et la concurrence même entre les silos. Pour moi, le deuxième qui est assez évident, c'est le problème de la synchronisation à l'échelle. On galère tous dans nos entreprises et ça demande énormément d'heures humaines, d'instances, de comités, de synchro, de démos, etc. pour synchroniser. Et encore, le résultat, il est encore loin d'être à la hauteur. Et le troisième, c'est le management. On a beau parler effectivement de management agile, d'autonomie et tout ça. En fait, les conditions de la confiance, de l'autonomie, de la prise de décision au plus proche du terrain, elle n'est absolument pas aujourd'hui présente dans les organisations. Et quand on met tout ça bout à bout de manière systémique, ce n'est pas un problème forcément de productivité individuelle, c'est un problème global, systémique, c'est qu'on n'est pas capable de créer une gouvernance qui nous permet de prendre des décisions et de réduire cette boucle.
Sur le sujet du manager, j'en profite pour rappeler que tu as fait un bouquin qui s'appelle Tous Managers, que je vous invite à lire. Il y a plein de podcasts aussi qui sont accessibles et qui permettent de changer la focale aussi sur la question de comment demain le manager devient orchestrateur, animateur d'écosystème et promoteur de ces disciplines. Et effectivement, bon, là, moi j'ai fait un focus sur le management, mais finalement c'est une façon de prendre le sujet, de tirer le fil. On aurait pu le prendre par le business ou par le marché. Moi je l'ai pris par le management, mais finalement on tire les fils et on arrive toujours à ce même problème d'inertie, de gaspillage, de manque de confiance, de boucle de décision, de cycle de décision qui est extrêmement lent. Et finalement, pour faire un exercice de prospective, ce que je trouve génial, c'est que l'exercice de prospective, vous allez le faire là dans les tables rondes, parce que on en a parlé quand j'ai découvert le programme. En fait, par rapport à ce que je viens de dire, finalement, les 3 tables rondes sont presque 3 clés pour répondre aux problèmes qui se posent sur la vitesse. C'est-à-dire que on parle de product management et de la culture produit. La culture produit, si on le fait bien, c'est vraiment pour le coup un levier pour réduire le problème des silos, parce que par principe, un produit, c'est quoi? C'est mettre des gens, des métiers différents qui viennent de silos différents ensemble, partager une vision, définir des clés de priorisation, avoir l'autonomie et pouvoir faire comme ça des boucles de test and learn. Donc c'est une manière comme ça d'aller contrer cette culture silo, qui est quand même très liée à la culture projet, au cycle en V, enfin on connaît ça par cœur. La deuxième table ronde, les outils et l'IA, je pense qu'aujourd'hui, le gros problème dans les entreprises sur la synchronisation, c'est qu'on compte trop. Alors, je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais on compte trop encore sur l'humain pour synchroniser. Et en fait, on n'est pas assez aidé par les outils. Et moi, je le vois dans plein de boîtes, même des boîtes assez grandes de plusieurs centaines de personnes, en fait, arrivent hyper bien à synchroniser parce qu'il y a des automations, parce qu'il y a du no-code, parce qu'il y a de l'IA. Et on ne peut pas compter juste sur les êtres humains et passer des heures en réunion pour se synchroniser. Et puis le troisième, c'est le management. Merci Martin pour la référence. Mais c'est comment on est capable de créer un modèle de management qui met vraiment en confiance et les personnes sur le terrain en capacité d'avoir tous les éléments de stratégie, tous les éléments de décision, tous les éléments de gouvernance pour prendre des décisions et pour résoudre les boucles d'apprentissage. Voilà. Donc j'ai envie de dire presque la prospective, c'est vous qui la faites cet après-midi, parce que c'est vous qui pouvez dessiner un peu le futur de l'agilité. Merci Julien. On en reste là pour l'introduction. On va laisser la place à nos talentueux speakers. Et on vous souhaite une bonne exploration. On espère que ce sera de nature aussi à soulever des questions du débat, parce que vous l'avez compris, on ne peut pas prédire l'avenir, mais on peut en débattre, on peut l'imaginer et on peut prendre des hypothèses pour s'orienter vers des futurs qui soient choisis et non subis. Donc on vous souhaite une belle après-midi. Merci beaucoup. Merci. Je veux bien la télécommande. Est-ce que vous m'entendez là? Non. Ouais, c'est bon? Parfait. Non, mais ceux du fond, vous nous entendez bien? Ok. Eh bien, merci beaucoup Martin et Julien. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec la première table ronde. Le product management est-il l'avenir de l'agilité? Je vous invite à prendre des petits micros. Il faut appuyer une fois sur le bouton. Je démarre debout, je m'asserrai après. Ouais, là, j'ai mis un vrai chrono en face, donc on surveille. Alors, je suis ravie d'animer cette première table ronde avec mes 5 speakers. Donc, Stéphane Delbecq, 25 ans d'expérience dans le digital, 20 ans dans le produit. Il a travaillé à San Francisco pendant 7 ans. En 2013, il a travaillé dans le domaine de l'assurance, notamment AXA. Avant de devenir consultant produit, vraiment depuis 4 ans. Et nous, on l'appelle aussi notre influenceur produit. Alors, je voulais lui dire que c'était peut-être les anges à San Francisco, mais il n'a pas trop aimé la blague. Non, c'était pas terrible. Si on peut l'oublier, celle-là. N'hésitez pas à aller voir son LinkedIn. Dès qu'il poste, il y a 100 000 vues, etc. Donc, on est ravis de t'avoir, Stéphane. Oui, merci. On a également Laurent Gutierrez, c'est le CTO de Total Energy Charging Services. Je l'ai bien dit, l'entité de Total Energy en charge de la mobilité électrique. Et Laurent, ça fait à peu près depuis 2013 que tu fais de l'agilité. Tu as participé à la transformation d'une start-up vers une organisation produit à l'échelle. On est ravis de t'avoir. En plus, vous êtes mis dans le bon ordre. Alors, c'était bravo les gars. J'ai pas de hasard. Brice Denimal, directeur marketing marché chez Leroy Merlin.
Donc une quinzaine d'années d'expérience dans le e-commerce, chez La Redoute notamment, et également Leroy Merlin. Et depuis 2 ans, dans le marketing omnicanal. Bienvenue Brice. Julien Laforêt, ah vous avez inversé. Bon, c'est pas grave, c'est le live. Julien Laforêt, donc leader product chez OnePoint et aussi cofondateur du club utilisateur, le Product Incorp, qui permet aux décideurs de se regrouper, donc des décideurs aussi bien d'entreprises publiques et privées, et notamment un gros événement à venir de Product Incorp le 25 avril. On en parlera à la fin de la journée, donc il faut rester jusqu'au bout. Et Alexandre Plochneau, Julien nous vient d'Aix-en-Provence et on a encore plus loin Alexandre qui nous vient de Montréal, donc leader OnePoint également. Lui, il a monté la pratique agile de OnePoint au Canada et il a contribué également à la mise en place de la première pratique produit au Québec. Donc bienvenue Alexandre, bienvenue à tous les 5. Donc écoutez, on va démarrer cette table ronde. On s'est dit que la première question qu'on allait se poser quand même, c'est finalement qu'est-ce qu'on appelle le product management? Stéphane, qu'est-ce que tu peux nous dire? Le product management, on va poser tout de suite les bases. En fait, c'est la capacité qu'on va demander aux personnes qui interviennent à créer de la valeur pour les utilisateurs et pour le business, et ceci de façon continue et itérative. Donc on voit tout de suite que là, on parle de business pour l'entreprise, on parle d'utilisateurs et on parle de gens. Donc il y a déjà pas mal d'éléments qui sont intéressants qui vont permettre d'être discutés au fil de la table ronde, parce que c'est important. J'ai développé un framework, on en a parlé pendant la préparation, justement pour faire en sorte que, puisqu'on parle de personnes et de valeurs, on aille chercher les bons candidats, les bonnes candidates pour faire ce métier de product manager. Et dans ce framework, il n'y a quasiment que des soft skills. On en parlera un petit peu peut-être. C'est important parce que le premier des éléments de ce framework, c'est le C de curiosité. Et évidemment, on va retrouver de la curiosité dans les pratiques agiles, c'est très important. Mais il y a aussi le O de openness et le N de nimbleness. Enfin, bref, je fais de la pub. Mais en tout cas, il y a des éléments effectivement déjà communs qu'on peut voir avec le fait que ce soit vraiment très large depuis le début, depuis la conception, la compréhension du besoin jusqu'à la livraison de quelque chose de façon continue et itérative. Très belle définition. Laurent, est-ce que tu veux compléter cette définition de Stéphane? Je vais compléter, je vais la prendre d'une manière un petit peu différente. En fait, le produit, c'est comme un produit, donc ça se prête à des analogies. Et en fait, j'aimerais illustrer le produit avec 2 choses. La première, c'est la collaboration avec des business. Et pour ça, il y a une anecdote que j'aime bien, c'est celle de l'Orangina. Quand on a conçu l'Orangina, en fait, il y avait un dépôt assez sale en bas. Et en fait, les équipes d'ingénieurs, elles ne savaient pas comment avoir quelque chose d'homogène. Et donc, en fait, les équipes du marketing on va en faire une force. On va dire, l'Orangina, il faut le secouer, si on n'a plus, elle reste en bas. Et c'est comme ça qu'ils ont lancé le produit. S'ils s'étaient entêtés à essayer de changer les choses pour que l'Orangina soit homogène, peut-être qu'on ne connaîtrait pas d'Orangina. Voilà. Donc cette première, c'est la collaboration. Et la deuxième, qui est aussi le produit qui est importante, c'est aussi la valeur. C'est de considérer que ce produit, c'est un élément du business à part entière qui, lui, permet de faire la valeur. Merci Laurent. Brice, est-ce que tu veux nous compléter cette définition? Oui, j'aime beaucoup l'analogie avec le monde physique. D'ailleurs, le product management vient de là, vient du monde de l'industrie. L'idée, c'était de vraiment maîtriser toute la chaîne de valeur pour s'assurer que le produit, au final, rencontrait le succès sur le marché. J'aime bien vraiment cet aspect intangible de succès ou pas succès sur le marché. On regarde dehors, on ne regarde pas dedans, on ne regarde pas le nombril. Et j'aime bien l'idée de l'appliquer au monde du digital. Mon produit, au final, quand je le mets sur le marché par rapport aux autres, quelle est sa valeur, en quoi il est bon, en quoi il n'est pas bon. Et regarder comme ça, trouver la valeur qui réunit les développeurs, les utilisateurs, c'est un bon début pour avancer. Julien, est-ce que tu veux compléter avant qu'on passe à la question suivante? Yes, il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites, mais moi j'aime bien, ça va être vraiment une discipline. C'est pas juste un état d'esprit ou des valeurs ou des trucs comme ça. C'est une discipline, c'est un job en fait. Et en fait, quand on fait ça, il y a aussi quelque chose qui est très de l'ordre, presque j'aime bien comparer ça à du scientifique. C'est quand on va émettre des hypothèses de valeurs, c'est pas juste tiens, l'impact il va être entre 1 et 5, 2, 3, 1, 2, 4, non. Et ça va être, on imagine qu'on va améliorer de 0,5% le truc. C'est une hypothèse, c'est pas un engagement. Et après, on va mesurer surtout après, grâce au produit, combien on a obtenu. Et je pense que c'est une différence fondamentale, c'est que le but n'est pas de livrer des fonctionnalités ou du working software, comme c'était le cas dans le manifeste agile.
mais vraiment en fait un impact mesurable et tangible obtenu grâce aux produits qu'on a livrés et de se rendre tous ensemble responsables de ça. Voilà. Parfait, donc on a défini le product management à travers 4 visions. On s'est dit que ce serait bien aussi de définir ce qu'on entend par agilité. On ait tous au moins une base commune. Donc Alexandre, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça ? Ouais. Alors pour moi, l'agilité, c'est entre autres comment est-ce qu'on va chercher à rendre ces équipes les plus autonomes et les plus efficaces possibles. Donc ça va être ce qu'on va aller chercher avec l'agilité. Souvent, dans nos contextes de transformation, l'agilité, ça va tourner autour de 5 axes. Premier axe, ça va être les méthodes de livraison. Donc souvent, on va parler de Scrum, on va parler de Safe. Product Management, pour moi, c'est aussi une façon de faire de la livraison. Donc c'est souvent un premier axe qu'on touche avec l'agilité et les transformations agiles. Deuxième axe de l'agilité, ça va être souvent les people, les personnes. Donc en gros, comment est-ce qu'on travaille sur l'état d'esprit des personnes en entreprise. Donc c'est souvent une variante de l'agilité. Troisième variante, je dirais, c'est la culture de l'organisation. Avec l'agilité, on va chercher à changer des choses un peu moins tangibles, mais la culture organisationnelle, travailler dessus pour la rendre la plus efficace, encore une fois, pour rendre nos équipes toujours plus autonomes et plus performantes. Quatrième couche, je dirais que c'est l'organisation. L'agilité va toucher toutes les facettes de l'organisation, que ce soit aussi bien le RH, la finance, la livraison. Donc je pense que l'agilité est quelque chose de très transverse dans nos contextes. Et le dernier point, c'est sur tout ce qui est l'aspect, je vais le redire un petit peu, mais c'est ce qui est mindset. L'agilité, et c'est ça d'ailleurs peut-être quelque chose qui a amené certaines dérisions, enfin certains enjeux, c'est le fait de travailler sur quelque chose de pas tangible, le mindset des personnes, le mindset de l'organisation. Donc voilà. En tout cas, je regrouperai l'agilité autour de toutes ces choses-là. Merci Alexandre. Est-ce que tu souhaites compléter cette définition, Laurent ? Alors, je ne vais pas forcément compléter, j'ai peut-être focusé sur des éléments parce que Alexandre a une vision large de l'agilité. La façon dont moi je l'ai pratiqué chez Total Energy, c'est quelque chose de plus restrictif. Effectivement, on était plus focalisé sur l'agilité, augmenter la productivité de notre delivery. Donc on utilise des méthodes, on les pratique, et le but c'est d'aller plus vite, donner plus d'efficacité. Et la deuxième, qui est plus un effet de bord, qui n'était pas forcément voulu, mais pour moi qui est fondamental, c'est ce que tu disais sur les people. Il y a eu un effet très bénéfique en fait sur les équipes, sur le moral des équipes, de passer dans de l'agile, parce que ça leur a permis d'exprimer plus de choses, d'être plus visibles, ça a vraiment apporté beaucoup à l'organisation interne des équipes. Merci. Brice, est-ce que tu souhaites nous partager ta définition, compléter ce qui a déjà été dit ? Oui, effectivement. Moi, ce que j'aime bien dans l'agile, c'est sa capacité de nous mettre sous contrainte de temps, sous contrainte de ressources. Je pense qu'on a tous vécu des projets, des longs projets où l'idée c'était de lever les contraintes. Et au final, moi j'en reviens. Et en fait, plus il y a de contraintes, plus on sait disrupter, plus on sait construire de la valeur. On sait bosser ensemble. On sort de ces mécaniques où on déroule. Ça nous oblige à mesurer constamment, à se dire dans 3 mois, qu'est-ce qui se passe ? Dans 3 mois, qu'est-ce que je livre ? Et de la contrainte, on sort souvent des bonnes idées. Et si on met l'intelligence collective, comme tu disais, on arrive à faire des bonnes choses. Ouais. Merci. Stéphane, le mot de la fin sur cette question avant qu'on passe à la suivante. Oui, forcément, pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit précédemment. C'est forcément. Je n'aurais pas dû te donner le mot de la fin. Non, parce que quand on dit que le product management, c'est une façon de délivrer, non. En fait, c'est la totalité, c'est le fait de comprendre le besoin et de livrer, c'est de l'alpha à l'oméga et de façon itérative. Donc la partie delivery, effectivement, c'est la face émergée de l'iceberg de l'agilité qui a été dévoyée ces dernières années ici, qui fait que lorsqu'on parle maintenant d'agile, en fait, on parle de Scrum et de son implémentation by the book. Donc en fait, pour moi, effectivement, ce que tu décrivais, c'est plus le principe même de l'agilité tel qu'il a été écrit, rédigé, qui devrait s'appliquer, qui n'existe plus forcément dans la réalité, d'une part. Et cet état d'esprit-là, c'est l'agilité, mais le product management, c'est un métier. Merci pour vos réponses. J'ai une question pour toi, Alexandre. Quand on a préparé cette table ronde, tu disais surtout que pour toi, l'agilité et le product management étaient complémentaires. Tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, totalement. Moi, je vois ça comme deux fonctions d'organisation qui sont complémentaires. Et pour illustrer ça, je vais vous prendre un retour d'expérience que j'ai eu donc au Canada avec le plus gros acteur des télécommunications au Canada, où j'ai eu la chance en fait de capitaliser sur des approches produits pour initier une transformation agile à l'échelle. Alors, petite mise en contexte, c'était en 2019, je venais de lancer la même année que la vidéo. La même date que la vidéo. Je venais de lancer donc justement la première pratique produit au Québec, et donc j'avais un mandat de coaching produit. Et donc mon mandat de coaching produit s'articulait essentiellement sur comment est-ce qu'on fait du discovery dans un contexte Scrum. En gros, c'était ça. Donc j'ai accompagné beaucoup les PO autour de leur quotidien de discovery. On s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas de notion de produit en tant que tel de défini. Alors, j'étais dans un contexte très TI en plus chez ce client, et donc on s'est rendu compte que le produit n'était pas normé. En fait, il n'y avait pas de produit dans leur écosystème. Donc déjà, quand tu es product owner et que tu ne travailles pas sur un produit, c'est pas facile. Donc on a fait un travail de définir pour l'organisation qu'est-ce que c'est un produit, et après de définir les produits en tant que tels dans l'écosystème. Ça nous a permis quoi ? Ça nous a permis déjà de ramener les TI et le business autour de notions communes, autour de produits communs. Ça a été une première étape. On a eu pas mal de succès autour de ça, mais on s'est retrouvé face à certaines limites, beaucoup de limites de l'organisation en tant que telle. Des gens qui étaient rattachés à des directeurs, donc c'était compliqué de les faire travailler autour du produit. On avait un mindset collaboratif qui n'était pas tout le temps présent, malgré qu'on ait défini des produits avec des objectifs communs. Reste qu'on avait certains enjeux de mindset. Donc bref, on a eu tout un tas de choses qui nous bloquaient, et avec notre démarche produit, on n'arrivait pas à les attaquer. Et donc on s'est dit, moi j'avais mon passé aussi avant de faire du produit, j'étais déjà dans l'agilité. Et puis pour dire quelque chose peut-être un peu honteux pour certains d'entre vous, j'étais, et je suis toujours d'ailleurs certifié Safe SPC. Et donc, j'ai dit, c'est peut-être une bonne idée en fait d'aller sur de l'agilité à l'échelle maintenant. Vous avez fait le plus dur, entre guillemets, vous avez défini des produits, vous êtes organisé autour de produits. Maintenant, pour amener cette couche un petit peu plus de culture, de mindset, peut-être que c'est le moment d'aller sur l'agilité à l'échelle. Et là, on est parti sur du safe autour des trains, des notions de value stream. Et comme on avait défini des produits, tout ça faisait beaucoup de sens. Ça a été très facile de l'initier. Et on a eu vraiment un super gros succès grâce à ça. Donc ma conviction, c'est que si on fait du product management de façon cohérente dans son entreprise, c'est beaucoup plus facile derrière de faire de l'agilité à l'échelle et d'aller chercher des changements de mindset au sein des organisations. Merci Alexandre. Je te vois bouillir. Je te vois dire, voilà, tu ne devais pas parler, mais je sens que tu veux intervenir. Je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît. J'ai besoin de me détendre. Non, on en parlera plus tard. Bon, on est bien niveau temps. Merci Alexandre. Julien, toi, tu trouves que la valeur du produit, les ROI, ne sont pas assez au centre des pratiques agiles. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Déjà, avant d'expliquer pourquoi, on va faire mal. Il y en a plein qui sont dans des équipes agiles ou qui sont coachs agiles dans la salle, je crois. Parmi tous ceux qui travaillent dans les équipes agiles, qui mesure son équipe avec une des métriques qui est la vélocité ? Bon, personne ne... Personne ? Là, vous pouvez lever la main. Alors, personne ne fait de l'agile ou quoi ? En fait, voilà, c'était juste un truc comme ça, c'est que quand on fait en équipe agile, surtout en Scrum et ce genre de choses-là, en Safe, en ce qu'on veut, on se concentre en fait sur la quantité de trucs qu'on délivre dans un temps donné. On appelle la vélocité, je fais très simple. Et en fait, ça, c'est très bien, mais ça reste du coup la DSI ou les gens qui font la delivery dans une posture de notre but en fait est de livrer des trucs le plus rapidement possible, ce que tu disais tout à l'heure. Et voilà, et c'est très très bien. Et après, je vais poser la même question en l'autre sens, c'est qui dans cette salle a des équipes agiles qui mesurent en fait sur le ROI généré ? Il y en a 2 au fond, voilà, ce sont les gagnants, bravo. C'est assez rare, C'est vers ça qu'il faut tendre, je pense. Alors comment y arriver ? Parce que c'est bien beau de dire il faut payer par la valeur. Je pense que tout le monde est d'accord sur ce principe-là, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors c'est peut-être plus facile en fait quand on a un produit déjà qui génère du chiffre d'affaires, genre un e-commerce ou ce genre de choses là, c'est facile. On peut mesurer le taux d'activation sur telle page, on peut regarder le panier moyen, on peut regarder le chiffre d'affaires. Bon, sur des produits internes, c'est un peu plus dur parce qu'il y a de l'efficacité. Comme on mesure son efficacité, ça va être unique à chaque usage. En tout cas,
il y a quelque chose qui est très important et que je vois trop peu, c'est comment mettre dans le produit le fait de pouvoir mesurer l'usage, la satisfaction et cette valeur business. Ça doit sortir du produit. Parce qu'au début, on fait un magnifique business case, pour ceux qui font, avec une magnifique feuille Excel. On va essayer de truquer à mort les chiffres pour montrer que cette idée elle est vraiment géniale. Et puis après, on va la mesurer pas trop, ça dépend. Donc en fait, il faut vraiment se mettre cette culture-là de dire, en fait, l'objectif, c'est pas de s'engager sur un business case, c'est de mettre des hypothèses, c'est déjà très très bien de réfléchir à ça, mais surtout de mettre dans le produit ces métriques-là. Imaginez en fait, pour ceux qui sont fans d'Epic et de user story, de trucs comme ça, de prendre un persona qui n'est pas un utilisateur en fait final, qui est votre stakeholder, votre partie prenante, et en fait vous allez créer en fait des features, des fonctionnalités rien que pour lui ou pour elle. Et en fait cette fonctionnalité-là, c'est le tableau de bord de mesure de la valeur de l'application, le back office qu'on voit jamais. Et dedans on va regarder, voilà, on va rendre compte à un comité de pilotage de projet de je ne sais pas quoi, quelques mois après l'usage, quelques semaines après l'usage du produit. Voilà en fait ce qu'on a réussi à voir. Est-ce que c'est en phase avec les hypothèses ou pas? Et basé sur ces faits et non pas sur notre conviction, sur le poids du stakeholder qui est en face, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on tue parce que ça ne fonctionne pas suffisamment bien? Est-ce qu'il y a du bon potentiel mais il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut passer à l'échelle? Est-ce qu'il faut pivoter? Et en fait, baser ça sur les data, c'est vraiment, dans le produit, permet vraiment aussi d'avoir cette conversation plus facile avec les gens qu'on a en face de nous, du métier, qui veulent avoir un impact sur leurs chiffres. Donc voilà, pour moi, les défis qu'il y a, c'était autour de ça. C'est de la fabrique à feature vers une fabrique à valeur et de le mettre dans le produit, et même si ce n'est pas demandé, et pour avoir cette responsabilité-là sur l'impact et de pouvoir échanger avec le business là-dessus. Ouais, pour rajouter un petit peu d'eau, ce n'était pas prévu, mais forcément. J'ai accompagné une société du CAC 40 la semaine dernière, en tout cas l'équipe produit d'une société du CAC 40 la semaine dernière, et dans les piliers 2024, il y a la valeur, la valeur, la valeur. C'est le pilier 5. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'en plus, ils n'étaient pas très bons sur la mesure de leur data. Et donc, c'est lié. Et tout ça pour dire que ce que tu viens de dire est tout à fait vrai et que même dans des grosses boîtes qui sont des multinationales, le sujet se pose. Donc on n'est pas dans un sujet de delivery. Ils sont massivement passés à l'agilité, en tout cas à l'agilité appliquée, à du Scrum plus précisément. Mais dans l'état d'esprit, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Et j'oubliais un truc, mais c'est aussi une bonne manière en fait, parce que merci. L'agile, on sait que ça coûte cher, on ne sait pas forcément mesurer parfois combien ça rapporte, ça peut pas bête. Et pour éviter cet écueil-là, je pense que c'est cette culture de la data et de la mesure de la valeur en fait à la fin, c'est ce qui va vous sauver les miches parfois en fait, quand vous avez un changement de board au-dessus de vous qui n'est pas forcément fan de l'agile, pas forcément fan du product. Vous pouvez au moins montrer des résultats tangibles de ce que ça a pu apporter. Donc parfois, voilà, on sait que certaines directions sont prises plutôt en fonction du stakeholder qu'on a au-dessus qui change et non, finalement, on ne va plus là, on va là. Ça permet aussi de pérenniser le travail que vous faites avec vos équipes et de ne pas être purement à la merci du bon vouloir et de la conviction et de montrer via des chiffres en fait l'impact que vous avez eu. Voilà, donc c'est bien pour votre propre pérennité aussi. Merci Julien. Donc on a parlé de la complémentarité, agilité, product management, la notion de valeur, de ROI. Laurent, toi, tu nous disais justement, pour un peu rejoindre tout ça, que c'était très important d'embarquer les parties prenantes. Ouais. Alors, ce n'était pas prévu, mais je remets un petit point sur la mesure. Et effectivement, c'est hyper important, même dans le delivery, de se dire, j'ai une feature, la première question que je dois me poser, c'est est-ce que je sais mesurer sa valeur? Voilà, c'est un truc, c'est un petit tips. Effectivement, on ne le fait pas assez. Sur la mise en place du mode produit, effectivement, à la différence de l'agile, c'est bien parce que on a des effets, on peut le mettre en place sur un petit périmètre, on peut le mettre en place de manière itérative, on mesure et on peut le mettre en place de manière non, je dirais, destructive. On ne va pas modifier l'organisation. Quand on met en place un mode produit, le mode produit, on intègre toutes ces parties prenantes, on intègre des business, on intègre du marketing. Et tous ces gens-là, il faut les embarquer dans quelque chose qui est nouveau, où ils ne sont pas habitués. Et donc, en fait, ça demande énormément d'efforts. Alors, pour vous donner une idée des efforts, déjà, le premier effort, c'est le vocabulaire. Quand on est dans un cycle un peu itératif, type cycle en V, en fait, il y a des gens qui traduisent. On traduit aux développeurs ce qu'a dit tout là-bas quelqu'un du marketing. Dans un mode produit, on va essayer de rapprocher les gens, donc on va devoir les faire parler de la même chose.
Et ça, c'est pas évident. Si je prends l'exemple moi qui me touche des véhicules électriques, quand j'ai une borne électrique, c'est un casing avec plein d'électronique. Donc ça parle à quelqu'un, mais un dev, il est plus à se dire, tiens, c'est le connecteur que je vais pouvoir adresser par une API. Et le business, c'est plus qu'est-ce que je vais pouvoir vendre à mon client. Et en fait, on est obligé d'aligner tout ce vocabulaire quand on fait des demandes. Sinon, les gens ne se comprennent pas et on a encore besoin de mettre des gens qui traduisent. Et on est on n'est plus dans un mode produit, mais on est dans une espèce de agile. La deuxième chose qui est vraiment un investissement qui est très fort, c'est d'aligner tout le monde. C'est-à-dire que je vais vouloir que le développeur commence à avoir la vision de ce que fait le business et le business comprenne les contraintes du développeur. Là aussi, c'est un gros investissement avec des méthodologies qui sont apportées par le produit qu'on connaît, méthodologies de conception, de roadmap, faire tous les 3 mois, de se réinterroger sur la valeur, sur la taille des roadmaps, les tailles de t-shirts, avec tout un tas de méthodes qui coûtent assez cher. Quand on fait tu parlais de Safe, un PI, c'est un investissement colossal, mais il a quand même beaucoup de valeur parce que, et là aussi c'est un truc qui est hyper important, c'est aussi de donner la valeur aux choses. C'est une équipe de développement ou 3 équipes de développement qui ont travaillé pendant 3 semaines. On va toucher des 100 000 euros, des 200 000 euros en fait, suivant la taille des équipes. Et donc, aller dans la mauvaise direction, c'est quelque chose qui est très très coûteux. Voilà. Donc, donc ce mode produit, c'est tout un écosystème à faire bouger. Merci Laurent. Pour rejoindre justement un peu le mode produit, les équipes produits, toi tu as une conviction très forte Stéphane, c'est qu'il faut tuer le rôle de PO. Non, le métier PO. De PO. Oui. J'ai failli me faire tuer. C'est pas exactement pareil. Pour l'erreur. C'est justement tout là que se trouve la nuance. Pour la petite histoire, donc je suis convaincu de ça et je vais vous expliquer pourquoi. Mais j'ai fait une vidéo qui disait en accroche, il faut tuer le métier de PO. Je l'ai postée sur LinkedIn, elle a fait 150 000 vues. Influenceur, je vous l'avais dit. Oui, mais c'est pas pour ça que je dis ça. On est quand même sur un sujet qui touche, je ne pense pas, 150 000 personnes en France. Donc elle a sans doute été vue par plus de personnes qui sont concernées par le sujet. Et alors pourquoi ? Parce que ma conviction, c'est que il y a une petite dizaine, quinzaine d'années, on avait une structure organisationnelle dans les entreprises où en fait on avait un chef de produit et un chef de projet. Le chef de produit, c'était en gros celui qui connaissait le marché, qui avait la tête, qui avait la connaissance. En école de commerce, on nous expliquait que le P de produit, ça fait partie du 4P du marketing. Donc le chef de produit, c'était plutôt quelqu'un qui était un peu marketing. D'accord ? Et on avait le chef de projet dont la mission était de réaliser ce qui avait été pensé, ce qui avait été fait, dans des délais impartis, avec un budget, avec des gens. Et je l'ai vécu en étant moi-même formé à l'agilité, lorsqu'en 2013-2014, l'agilité est arrivée massivement en force en France, et que du coup les entreprises se sont saisies de ça en disant on va devoir se transformer, on a pu assister à une réplication du modèle où en fait le chef de produit est devenu le product manager, et vous l'avez dans le mille, le chef de projet est devenu le product owner. Donc de facto, on a limité les éléments de collaboratifs, de communication, d'autonomie, etc., qui sont écrits dans le manifeste agile pour les plaquer sur ce rôle de project manager qui a arrangé tout le monde. Et donc on l'a renommé en product owner. J'avais moi-même des product owners dans mes équipes. D'accord, je venais de Californie et lorsque je suis arrivé, que j'ai vu ce que c'était que l'agilité, comment c'était appliqué ici, ça m'a un peu fait peur. En 2024, c'est encore plus vrai, selon moi, c'est pour ça que je le dis avec force, c'est qu'en fait, on a vu l'avènement du product management qui a justement pour vocation de comprendre les besoins des utilisateurs et de fournir une solution de façon itérative et régulière. Et donc la partie du delivery à l'intérieur, c'est une partie où on va utiliser des méthodologies agiles, on est dans un état d'esprit agile, et on va utiliser ces méthodologies, et donc le rôle de PO n'est pas un métier, c'est un rôle qui incombe au product manager. Donc quand je l'explique comme ça, je prends le temps, les gens écoutent, on peut être d'accord, pas d'accord, mais en tout cas il y a des arguments. Parce que si on fait une séparation, comme on le fait, comme de nombreuses entreprises, entre la compréhension du marché,
les besoins des utilisateurs, d'une part, et on dit que ça c'est le rôle du PM, et la partie delivery, gestion du backlog, gestion de l'équipe de réalisation d'autre part, et ça ce serait le rôle du PO, en fait on a perdu l'essence même de ce que c'est que le product management, et on ne délivrait pas de la valeur. Une personne produit, elle doit comprendre pourquoi elle fait quelque chose, et elle doit l'implémenter dans le produit pour l'améliorer. Donc les deux sont indissociables, c'est une seule personne. Merci beaucoup Stéphane. Peut-être petite question que je vous adresse. Alors pourquoi on a pris cette thématique, le product management est-il l'avenir de l'agilité, pour qu'on organise cet événement aussi? C'est parce qu'on a l'impression quelque part que l'agilité a déçu. Parmi vous, ceux qui ont mis en place des pratiques, des organisations agiles, est-ce que vous avez été déçus par l'agilité? Levez la main. Il n'y a que 2 mains. Bon, on va arrêter l'événement tout de suite, du coup. Vous êtes timide, une main de Martin au fond, quand même. Vous n'osez pas, oui, alors j'ai pas voulu une main et demie, alors. Alors, c'est quand même beaucoup les échos qui ressortent, c'est que l'agilité a déçu pour différentes raisons. Julien, est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes, ou en tout cas nous partager ta conviction là-dessus? Ouais, après, moi, je bosse beaucoup avec des grands groupes et des grandes organisations publiques, on échange beaucoup sur ce sujet-là. Déjà, avant qu'elle ait déçu, je voulais dire que déjà, elle a apporté beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, c'est quasiment acquis partout que c'est bien de délivrer de manière itérative. C'est quand même déjà une avancée phénoménale par rapport à la remontée. Et encore une fois, je mesure l'ampleur du travail qui a été fait là-dessus et de ce que ça a permis de faire. Après, on a délivré de manière plus rapide. Et en fait, on est bien resté direction business versus DSI. Ah, on est bien resté là-dedans, ça fait bien plaisir. Et donc, en fait, ce rôle de PM, en fait, tu dis, mais est-ce qu'il est métier ou est-ce qu'on le fait PO? En fait, ça reflète simplement un truc, c'est qu'on a en France une séparation extrêmement forte entre la MOA et la MOE. C'est très français, cette histoire. En scale-up, vous allez dans n'importe quel scale-up, il y en avait tout à l'heure, je crois, un représentant aussi, il n'y a pas business et IT, ça n'existe pas, ces histoires. Le PM, il est responsable du business et en fait, au travers de la tech, il doit aller délivrer cette valeur-là. C'est une seule personne. Donc en fait, je pense qu'il y a une déception qui était par la promesse, qui n'était pas uniquement de faire du time to market plus rapidement, mais comment ça peut nous permettre, au-delà d'être réactif, agile, au sens comme parfois c'est entendu, sur comment on peut délivrer plus rapidement de la valeur. Et je pense que là, le problème a été déçu là-dessus parce qu'on s'est beaucoup concentré sur la mise en place de frameworks, style Scrum, notamment, ou Safe, que voilà, la même chose à l'échelle, à la DSI. Et si vous voyez un peu comment est foutu Safe, vous avez déjà vu le schéma Safe un peu là avec les 153 couches. Voilà. Donc c'est pas pour blâmer Safe, c'est qu'il y a des choses très intéressantes là-dedans, mais ça a été vu comme un truc à appliquer by the book. Les grandes entreprises, les grandes organes ont vu c'est un livre, il faut que j'applique ça par cœur en entier. Alors après on oublie du coup le manifeste agile, people over process, value over machin, expérimentation, on s'en fout, on applique tout le truc. Et en fait donc ça a pu décevoir aussi parce que c'était très concentré sur uniquement la partie du delivery. Et il fallait avoir fait toutes les chaînes depuis le bas jusque le haut pour arriver enfin là-haut à le portefeuille de valeur. Le truc était méga intéressant finalement. Pas pour dire que ça il fait nul ou pas, c'est des choses qui sont très intéressantes, mais il fallait avoir fait tout le reste et tout transformé. Donc je pense qu'en fait c'était peut-être ça, c'était pas assez business plus IT ensemble. C'était très 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 mine de rien si on regarde Safe et si on regarde ces trucs-là. Ah ça c'est bon, je vais pouvoir mettre mon chef de projet là. Ah ça c'est bon, c'est mon responsable des domaines d'application. Ouf, je vais pouvoir renommer RTE ou je ne sais pas quoi. Ah ça c'est bon, c'est mon truc. Ah bah ça c'est bon, c'est mon instance de copilotage de comité. Donc ça change pas grand-chose finalement. Ouf. Et le business, ah c'est bon. Donc en fait on va toujours pouvoir envoyer nos trucs, nos features et nos machins, etc. Puis après bon, on va se débrouiller dans leur sauce là. Mais donc il y a peut-être une déception par rapport à ça parce que c'était censé péter les barrières business et IT et de dire en fait on délivre de la valeur business en fait au travers de l'IT. Et ça aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas encore cet ownership là. Voilà, ça a été d'abord pris par l'IT et c'est pas que c'est mal, c'est juste que ça n'a pas atteint tout à fait la promesse initiale. Moi oui. Ouais. Non. J'ai l'impression que ça a coupé. Ah c'est bon. Ça rejoignait ce que tu disais tout à l'heure sur la notion de valeur et ROI. Laurent, est-ce que tu souhaites compléter peut-être sur la déception? Oui, je vais compléter sur la déception. Donc il y a, en fait, je disais dans les grands groupes, l'agilité a été prise comme une amélioration du modèle de delivery. Et en fait, les métiers, ils ont vu que ça ne marchait pas tout le temps. Comme tout projet, les projets, ça ne marche pas tout le temps, c'est logique, donc ça ne marche pas tout le temps. Il y a quand même un overhead de la méthode, donc elle peut coûter plus cher.
Et donc tout ça, ça a amené une déception. Alors pourquoi ça a amené une déception aussi? Parce qu'on avait un degré de maturité qui n'était pas celui qu'on a aujourd'hui. Et on a fait des choses un peu pour tester l'agilité. Moi, j'ai fait un test d'agilité, par exemple. J'étais dans une JV. Les gens n'avaient pas forcément fait d'agilité. On avait un projet d'implémentation de ServiceNow. C'est un outil qui permet de gérer les process d'une DSI. On s'est dit, tiens, on va le tester en modalité agile. Et ça n'a pas bien marché. Voilà. Après, les équipes étaient contentes parce qu'elles ont pu un peu faire d'agilité. Mais moi, je n'étais pas content parce que ça m'a coûté le double. Voilà, donc ça c'est un fail aussi qu'on ne fait plus aujourd'hui. Et puis un deuxième, c'est on n'avait pas forcément les mêmes frameworks, les mêmes outils, l'architecture qui va bien, qui supporte justement ces itérations, cette automatisation, cette architecture qui peut scaler. Et moi, je suis arrivé dans un projet où en fait, on a fait de l'agile jusqu'au moment où on s'est dit que l'architecture n'était plus assez solide pour continuer à mettre des features. Et puis voilà, et puis ça a fait un projet en mode agile. Et puis le projet, il n'a plus bougé pour le reste de sa vie. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il est mort. Voilà. Donc effectivement, l'agile, on a eu un ressenti qui n'était pas forcément dithyrambique de nos parties prenantes. Brice? Ouais, effectivement, dans des grosses organisations comme la mienne, c'est plutôt la mise à l'échelle qui peut vraiment noyer tous les bénéfices de l'agilité. Plein d'équipes, donc plein de produits, donc plein d'interdépendances, plein d'équipes, donc plein d'idées, donc pas de priorité. Et donc si on ne met pas les bonnes conditions, on ne prend pas un peu de hauteur, on peut vite tuer l'agilité. Alexandre? Ouais. Moi, je pense aussi que ce qui a fait que l'agilité est un petit peu déçue, c'est que ça a été beaucoup implémenté par effet de mode. Des compagnies l'ont implémenté en se disant, en se basant sur beaucoup de croyances. Je vais livrer 2 fois plus vite, je vais être plus efficace. Donc, si on met en place une démarche sans la comprendre et sans avoir d'objectif associé à ça, on a des chances qu'elle échoue. Qu'importe ce qu'on met en place, on a beaucoup de chances que ça échoue. Donc ça, c'est peut-être une première chose, en tout cas, qui peut expliquer pourquoi est-ce qu'on a été déçu. C'est qu'on n'avait pas d'attente précise autour de l'agilité, ou en tout cas des attentes autour de croyances. Un autre facteur qui peut expliquer peut-être les déceptions, c'est que longtemps, la mise en place de l'agilité, particulièrement de Scrum, ça a été cantonné aux TI. C'est les TI qui étaient responsables de faire ça, qui partaient un peu avec leur bâton de pèlerin, qui allaient essayer de convaincre tout le monde de mettre en place l'agilité. Donc ça a été fait de façon très silotée. Et donc ça peut limiter les bénéfices qu'on va chercher. Donc je pense aussi que c'est un deuxième facteur qui explique certaines frustrations vécues. Il y avait un petit truc que j'avais oublié aussi, c'était, et c'était un peu notre faute à tous, c'est ceux qui ont embrassé l'agile sont devenus un petit peu évangélistes. C'est-à-dire qu'au sens, maintenant, il faut être très dogmatique. Alors maintenant, si tu ne parles pas avec ce vocabulaire-là, si tu n'as pas lu ce truc-là, et en fait, quand on a en face de nous des gens de business, voilà, un directeur commercial, un directeur marketing, oui, donc là, je t'explique, il va falloir qu'on priorise en fonction des story points et de la valeur. Et, bon. Donc en fait, je pense qu'il y avait aussi peut-être ce côté qui n'était pas suffisamment pragmatico-pragmatique. Je sais que ça fait partie des changements de culture, d'utiliser d'autres vocabulaires qu'avant, mais parfois c'était vraiment du plaquage de façade. C'est-à-dire, toi tu es responsable commercial ou marketing, je te rebaptise product owner ou business owner. Bon, d'accord. Et oui, maintenant on va plus faire de réunions, on va appeler ça donc des daily, on va appeler ça différent. En fait, il y avait un petit côté... on ne comprenait pas très bien le fond de cette histoire. C'était pas très très tangible pour tout le monde. Et on en reparlera un petit peu justement sur comment travailler avec d'autres directions de métier qui n'ont pas grand chose à faire en fait de ces histoires-là. Et eux, ils veulent juste des choses très tangibles, mais on en parlera après. Ouais. Stéphane? Oui, pour ajouter une phrase ou deux, j'ai le sentiment que en fait, ça a été utilisé comme un levier, surtout en interne, pour pouvoir dire qu'on innovait. Pour pouvoir dire qu'on mettait en place ce qu'il fallait, mais qu'en fait l'état d'esprit n'a pas évolué en même temps. Et donc on a appliqué des frameworks en pensant que ça allait changer, en gardant parfois les mêmes personnes, et en attendant juste l'amélioration sur le delivery, donc forcément c'est condamné à échouer. C'est dur, échouer. Pour rebondir là-dessus, donc là on a parlé un peu des choses qui ont un peu déçu, peut-être du langage qui n'était pas approprié en fonction des parties prenantes, des personnes qu'on avait en face. Mais on s'est quand même dit que c'était finalement un mal pour un bien, l'agilité. Est-ce que Laurent, tu peux peut-être nous dire pourquoi?
On a quand même beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'on ne fait plus les mêmes erreurs. La courbe d'apprentissage, elle a quand même été phénoménale. C'est vrai que tu parlais un peu du cargo cult de l'IT, où on fait des choses et si on ne fait pas d'agile, on est anti-agile et on n'est pas innovant. Voilà, bon. Ça, c'est quelque chose qui n'existe plus du tout. Et c'est vrai que les nouvelles démarches, les démarches produits, elles sont très très différentes et elles ont moins ce vocabulaire compliqué et elles sont mieux reçues que l'agilité quand ça a démarré. Merci. Brice, est-ce que tu souhaites compléter ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un monde de plus en plus contraint. Nos boîtes, nos équipes sont de plus en plus contraintes par le budget, par les matières premières, par plein de choses. Et l'agile, quand même, ça nous aide à réfléchir ensemble aux bonnes solutions et pour trouver le bon côté de la contrainte. Ouais. Donc difficile quand même de se passer de cette intelligence collective. Tu nous disais justement que ça permettait aussi de rapprocher davantage les développeurs et les utilisateurs, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Julien, est-ce que tu souhaites compléter ? Oui, carrément, moi qui ai vécu aussi le mode projet, et je ne renie pas mon passé, il y avait des choses très très bien aussi qui étaient dedans, mais c'est vrai que ça a permis en fait ces échéances courtes de se revoir aussi plus régulièrement avec soit l'utilisateur cible ou les stakeholders en fait. Cette espèce de mécanique de voilà, on a un sprint review, on se revoit tous les trucs, où on a cette échéance PI planning, etc. Ça donnait en fait des rendez-vous où on était obligé de se parler de ok, on regarde ce qu'on a fait et au moins on réfléchit ensemble, même si c'est pas parfait, à qu'est-ce qu'on aimerait faire dans le truc prochain. Donc je trouve que ces espèces de rendez-vous plus réguliers avec le business, c'était quand même des choses super. Les cycles courts, l'expérimentation, c'est super. Voilà, donc c'est pas, je trouve que c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas revenir et je ne pense pas qu'il y ait vraiment qui revient en fait en arrière de ça. Après, c'était peut-être le côté, voilà, on met la méthode pour mettre en place la méthode, quoi, qui était que tu rejoignais aussi sans objectif particulier. C'est peut-être ça qui a manqué, mais ça ne met pas en cause les fondations de plein de choses super en fait qui ont été apportées par ces approches, par Scrum, par des choses comme ça. Ouf. Donc, on peut encore utiliser l'agilité. C'est vraiment, voilà, on en a de bons retours d'expérience. Quand on parle product management agilité, on a plutôt tendance un peu à penser à des produits digitaux, transformation des organisations, des entreprises. On a Brice, je vous rappelle, directeur marketing marché chez Leroy Merlin, qui, toi, tu utilises plutôt l'agilité, mais pour des produits physiques. On avait parlé de l'exemple des tondeuses notamment. Est-ce que tu peux nous partager ton retour d'expérience ? Oui, tout à fait. Donc, comme vous l'avez compris, il y a 2 ans, j'ai un peu basculé, arrivé dans le monde du marketing. Et quand on s'est frotté à l'agile avec tout ce qu'on vient d'en échanger pendant des années, ça marque. Et donc, on arrive dans le monde du marketing avec ses principes, avec ses tests, avec ses échecs aussi. Et donc, je me suis demandé qu'est-ce qu'on pourrait amener de tout ça, de bon, dans une direction marketing pour aller à la conquête de parts de marché. Et alors assez vite, on regarde le contexte, on se rend compte qu'il y a quand même un terreau assez fertile. Et vous dans des grosses boîtes comme nous, voilà, il y en a. Pardon. Tout à fait. On aime. Ouais, c'est bien. T'es bien placé. Une bonne blague de jardinier, comme on dit chez nous. Ah bah Effectivement, donc voilà, on a beaucoup d'équipes, beaucoup de compétences qui sont dans des grosses boîtes complètement disséminées. Les achats, le marketing, la logistique, chacun dans son silo métier, comme tu disais tout à l'heure, derrière ces KPI. On a tous plein d'idées pour inventer demain sur le marché de la tondeuse, sur le marché de la piscine aussi, sur laquelle on travaille beaucoup en ce moment. On a tous des bonnes idées pour soi. Je suis content, j'ai bien assaini mes stocks, mais est-ce que j'ai le bon stock ? Je suis constant, j'ai construit la bonne gamme, mais si elle est invendable par nos vendeurs, à quoi ça sert ? Et voilà, donc plein d'idées. Chez nous, on est une boîte très humaine. Donc le delivery, mettre en œuvre nos actions, quelles qu'elles soient, c'est compliqué. On ne sait pas trop comment faire, on ne passe pas beaucoup de temps. Donc voilà, un terreau assez fertile de se dire comment on va aussi mieux bosser ensemble. Et donc déjà, première chose, la finalité, c'est gagner des parts de marché. Donc on a remis un peu au centre ce sujet du product management, appliqué beaucoup à nos stratégies de marché. Comme je vous le disais, par exemple, la stratégie de la piscine. La piscine demain, c'est quoi ? C'est beaucoup de plastique, donc c'est assez bof. La piscine, ça consomme de l'eau, donc c'est assez bof aussi. Qu'est-ce que ça va devenir ? Comment on a envie d'être acteur sur ce marché-là ? Donc déjà, à Product Management, on se rejoint tous autour de ça, et pas juste est-ce que j'ai les bons stocks, est-ce que j'ai la bonne gamme, est-ce que j'ai les bonnes promos. Donc on regarde la vraie valeur et pas la petite valeur qui est devant notre fenêtre. Donc on a remis ça vraiment au centre. Et après, l'agilité, c'était un moyen d'avancer.
Donc, on n'a pas embauché des PO. Il n'y a pas de problème. De toute façon, il n'y avait pas le budget. Merci. Il n'y avait pas d'IT et de métier d'un côté. Voilà, il y avait juste plusieurs compétences qui devaient bosser ensemble. Et donc, on a mis en place les rituels. On se voyait toutes les semaines. On délivrait, entre guillemets, tous les trimestres. Alors, ça peut être une nouvelle offre, ça peut être des nouveaux gestes de vente, ça peut être des nouveaux outils sur le site e-commerce. On a la chance maintenant, avec le marketing digital, avec le e-commerce, de pouvoir tester vite et pas forcément attendre des cycles longs pour descendre en magasin. Et donc voilà, on a appliqué l'agile, qui est juste un moyen, à cette finalité d'avoir le meilleur produit pour le marché, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, avec tous les acteurs qui sont autour de cette chaîne de valeur. Donc on est parti dans cette aventure-là. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui sont formées aux méthodes, qui n'ont pas changé de métier, mais qui sont formées aux méthodes. Et donc, ce qu'on peut en tirer, c'est dur à long terme de se projeter sur est-ce qu'on va réussir. Il y a beaucoup de facteurs externes aussi à prendre en compte. Il y a aussi des moments de projets industriels qui arrivent en compte, et donc c'est des cycles beaucoup plus longs. Mais je peux témoigner que le plaisir au quotidien, il est hyper fort, de se retrouver, de travailler ensemble, de réfléchir ensemble, de construire des choses, d'exécuter, de regarder la valeur, de mesurer, de s'adapter aussi, de ne pas dérouler des plans à 3 ans, des plans à 5 ans. On a tout ça. Et donc, voilà, et avoir la satisfaction client aussi. Voilà, ces grands indicateurs qui priment surtout. Et donc, on s'adapte, on bouge. On a l'impression de le faire de façon uniforme. On sait délivrer parce qu'on se l'écrit, parce qu'on applique quelques repères méthodologiques. Et donc, oui, l'agilité a des choses à apporter aussi dans le monde physique. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir sur ce que vient de dire Brice? Je sens que vous avez envie de commenter. Ouais, c'était il n'y a pas longtemps. En fait, j'ai regardé une offre d'emploi d'un product manager d'un produit physique. Ça serait marrant de regarder qu'en fait, il n'est pas uniquement responsable de son produit, mais aussi de sa distribution et de sa commercialisation. Et je pense que ça aussi, c'est peut-être un truc qui n'est pas encore tout à fait perçu dans le product management côté digital. C'est qu'on est responsable, oui, du produit, mais un super produit qui répond à un bon besoin, s'il est mal distribué, s'il est mal marketé, s'il est mal vendu, s'il est mal distribué, s'il est mal pricé, c'est tout ça, il ne va pas non plus atteindre sa cible. Et donc, c'est très important aussi au-delà de dire, voilà, je trouve le besoin, je conçois la meilleure solution, et puis je la développe, et puis je la release, c'est comment elle arrive en fait à mon audience. Donc, je trouve que c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup appris en fait du produit physique sur ces sujets-là maintenant ce qu'on pourrait appeler peut-être la tendance du growth ou du product marketing, on va dire, suivant comment on le voit, dans le numérique. Et c'est très 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 récent, je pense, dans l'IT, où en fait on est juste là pour délivrer au sens large et pas forcément pour marketer. Ou alors on met une grande ligne conduite du changement, hommage à ceux qui ont une grande ligne conduite du changement en com, en bas là, de leur super projet. Mais voilà, ça fait partie du rôle du product manager aussi d'atteindre la cible. Merci Julien, merci Brice pour ton retour d'expérience très concret. Donc c'est bien parce que ton Rex, il rejoint un peu ce qu'on s'est dit avant. On a parlé de la complémentarité agilité product management, tu coches. On a parlé ROI valeur, ça coche. On a parlé d'intégrer les parties prenantes, ça coche. Donc finalement, toi, l'agilité, ça t'a pas déçu. Au contraire, tu l'as développé même en dehors de l'IT. Ça fait 45 minutes maintenant qu'on échange voilà, à travers différents Rex, différentes visions, convictions. Finalement, avec tout ce qu'on vient de se dire, est-ce que le product management est-il l'avenir de l'agilité? Qu'est-ce qu'on doit pouvoir mettre en place dans les entreprises ou peut-être les écueils à éviter? Stéphane? Oui, ça me fait penser, je suis vieux, j'ai du gris dans la barbe, ça me fait penser au début des années 2000, je travaillais dans le mobile. Et en fait, on avait des équipes dédiées sur le mobile. Et après, ça s'est fusionné, ça s'est diffusé à l'intérieur du digital. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est la même chose qui est en train de se passer entre l'agilité et le product management. C'est la première pierre, la première étape du changement. Certains diront que c'est maintenant le changement. J'ai l'impression que ça doit être itératif. Donc le changement, c'est tout le temps, en fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on considère que, comme je l'ai asséné assez fortement tout à l'heure, que le rôle de product owner
est sous la responsabilité du product manager. C'est pas juste pour faire une punchline, c'est aussi parce que le product manager, en fait, il parle avec toutes les parties prenantes de l'entreprise. Il doit parler toutes les langues de l'entreprise. Il doit être un espèce de Google Translate du business dans toutes les directions. Et ça, en ça, c'est génial. Et donc, effectivement, la couche basse, entre guillemets, d'agilité, d'état d'esprit, de collaboration, de négociation, de collaboration avec... bref, vous regardez le manifeste agile, ça peut s'appliquer à la lettre, à l'esprit du product management. Donc, c'est bien la démonstration que ça fusionne. Et puis, c'est d'autant plus vrai qu'il n'y a pas de formation initiale au product management. On peut être PM en ayant un background technique, marketing, design, n'importe quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça, comme je le disais tout à l'heure, que j'ai construit un framework de recrutement sur les soft skills et pas sur les hard skills. On va apprendre des choses, on va développer des connaissances et on arrive avec des sets de compétences. Donc tout ça me semble assez lié et nous amener dans la bonne direction. Merci. Laurent, est-ce que tu souhaites compléter ? Oui, je vais compléter sur la notion de product manager. En fait, dans ma première expérience produit, en fait, on devait recruter une équipe, donc on devait scaler, donc on devait recruter tous les profils. Et en fait, moi, ce qui m'a étonné, c'est la difficulté de trouver des product managers. C'est vrai que c'est dur de trouver un CTO, c'est dur de trouver un dev, les technologies, c'est là. Mais en fait, on a l'impression que ces rôles de product manager juste n'existent pas. C'est-à-dire qu'on ne les trouve pas, on ne trouve pas de gens expérimentés, ou alors ils veulent demander. pas. Je les connais. Oui, voilà. Je garde ton nom de toute façon. Voilà. Et je pense que c'est aussi dû au fait que c'est quelque chose qui est très très neuf, mais ces personnes, elles sont clés parce que comme tu dis, elles sont entre le business, disons les offres parce que c'est un peu le business, mais en fait quand on est dans une organisation un peu grande, on ne peut pas tout maîtriser, donc il doit quand même y avoir des gens qui gèrent les offres, il y a des pays, il y a une coordination à avoir. Et ces personnes, elles doivent avoir cette capacité de coordination et aussi de conviction. C'est aussi quelqu'un qui a du pouvoir. Et c'est très différent d'un rôle de MOA classique qui est plus dans le rôle de Google Translate, mais qui n'a pas cette notion de moi j'ai besoin de rendre des comptes, j'ai besoin d'avoir de la data et j'ai aussi cette conviction de mon produit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vraiment aussi chef de produit comme un chef de produit physique. Merci Laurent. Alexandre, est-ce que pour toi alors le product management est-il l'avenir de l'agilité ? Eh bien non, pour moi non, je pense pas. Je pense pas que le product management est l'avenir de l'agilité. En revanche, je pense que le product management et l'agilité, c'est le présent et même le futur des organisations. Je pense pas qu'il faut dissocier à tout prix ces deux approches. Je ne crois pas que c'est un combat product management versus agilité, mais je vois ça comme comme j'ai dit au début, deux choses très complémentaires. Donc non, je ne les dissocierai pas. En revanche, pour ce qui arrive là en termes de transformation produit avec le product management, il faut faire en sorte de ne pas réitérer les mêmes erreurs que ce qu'on a fait avec les transformations agiles. Pas être dans des dogmes, pas appliquer des choses sans les comprendre, pas faire les choses parce qu'on nous dit de les faire. Donc je pense qu'on doit capitaliser sur certaines erreurs qu'on a eues avec l'agilité, capitaliser sur ça pour que les approches de produits aient du succès. Mais non, je ne dissocierai pas product management et agilité. Autre chose que je vais ajouter, en revanche, la chance entre guillemets qu'a le product management comparé à l'agilité, c'est que c'est quelque chose qui est fondamentalement plus pragmatique. C'est beaucoup tourné sur du retour sur investissement, c'est beaucoup tourné sur de la valeur. Donc ça va chercher peut-être un peu plus d'attrait, c'est un peu plus facile peut-être à mettre en place que l'agilité dans les organisations. Mais encore une fois, non, pour moi c'est pas l'avenir, mais c'est deux choses qui vont ensemble. Merci. Julien ? Ouais, moi je pense que, je ne sais pas si c'est vraiment le futur de l'agile, c'est plutôt qu'en fait ça permet en fait de compléter par rapport à ce qui a été mis en œuvre type Scrum, parce qu'en fait l'agilité est un concept assez flou et les gens en voient plutôt le doing Scrum quoi. Donc ça permet en fait d'aller au-delà de Scrum, aller remplir en fait finalement les attentes globales qu'il y avait autour de l'agile. Donc je le vois plutôt comme une manière de contribuer en fait à ce mindset, cet esprit, ces valeurs-là. Alors moi je voulais vous partager un truc là-dessus parce que c'est bien beau de dire ça, mais sur qui on peut s'appuyer pour faire ça ? Encore la DSI ? Bah oui, la DSI, d'accord, ils sont déjà tapés les transfo agiles, retransfo produits. Ça serait bien d'aller taper du côté du business. Et pour ça, je vais vous parler d'un allié que beaucoup d'entre vous, j'imagine, voient comme l'ennemi absolu, la finance. La direction financière, le contrôle de gestion. Les anciens collègues de finance. Pourquoi ça va être votre meilleur ami ? Qui, ici, planifie à partir de septembre jusqu'à décembre des budgets
Budget, des budgets, des budgets, des budgets, des Plus budgets. de main levée que Ok. tout à l'heure. hein. Et Voilà. qui prend du plaisir? Voilà, qui prend du plaisir et surtout en fait. Ceux qui lèvent pas la main, Ok. c'est qu'ils n'ont pas de budget. D'accord. Bravo. Bah, je vous inviterai. Mais en fait, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la finance nous voit, quand je dis nous, c'est agile, produit, les techos, tout ça là, comme un centre de coût. C'est pour ça qu'on a des budgets. Je vais prendre un parallèle avec un e-commerce. Il y a d'autres produits, mais c'est assez facile, tout le monde connaît un e-commerce. Un e-commerce, ça peut être vu comme des projets en fait, qui coûtent de l'argent. Combien tu vas dépenser l'année prochaine pour aller faire tes fonctionnalités, combien tu vas dépenser pour faire ce projet-là, si tu peux me faire ça sur 3 ans aussi, s'il te plaît. Et puis parce que voilà, comme ça on fait un budget pluriannuel. Bon, on peut voir ça. Ou alors on peut se dire, en fait, si je suis responsable en tant que product manager ou CPO d'un e-commerce, je suis responsable de magasin, un magasin en ligne. Donc je vais avoir plutôt en fait des indicateurs comme un magasin. Et donc je vais être jugé comme un magasin. Et le magasin, en fait, on ne lui demande pas juste ses budgets. On lui demande aussi, en fait, finalement, combien il va rapporter, etc., etc. Et donc en fait, ça c'est pour moi la meilleure chose, c'est aller voir votre directeur financier ou votre contrôleur de gestion en fait qui travaille avec vous. Sortez de cette histoire de je vais vous répondre à combien on va dépenser et dire en fait, parce que les contrôleurs de gestion sont des gens qui sont excellents aussi pour comprendre ce que c'est qu'un business case et un ROI. Ils sont extrêmement forts. Parlez-leur de ça. Et de dire, pour y arriver, product, génial, c'est basé là-dessus. Et en plus, on va le mesurer après. Oh, incroyable. Et en plus, je vais t'expliquer pourquoi ça sert à rien de. Ça sert à rien, mais pourquoi c'est mieux pour toi en tant que directeur financier ou contrôleur de gestion de travailler en product management, c'est que plutôt que de planifier un projet 2 ans à l'avance, tu sais, ça va toujours coûter plus cher. Ça, tout le monde le sait, ça. Mais on y va quand même. Et on ne sait jamais combien ça rapporte. Et ce que je te propose, moi, c'est plutôt transforme, si tu veux, toi, en venture capitaliste, en investisseur. Tu vas investir pour 3 mois dans mes idées d'expérimentation. Et au bout de 3 mois, en fait, tu choisis de remettre au pot. Donc, tu dérisques en fait ta finance et tu deviens investisseur. Je ne dis pas qu'il faut faire ça sur tout, mais je dis simplement qu'en fait, vous allez redorer aussi le rôle de la finance avec une finance qui est peut-être moins connue en fait en corpo, mais qui l'est beaucoup en fait en start-up et en scale-up, qui est la finance d'investissement. J'investis. Le contrôleur de gestion sait parler ce langage-là. Donc, faites-vous un ami des contrôleurs de gestion et de la finance. Parlez-leur ROI, parlez-leur business case, parlez-leur mesure en fait de résultats, parlez-leur de cycle court d'investissement, plutôt de faire une CAPA en fait et de mesurer avec cette CAPA combien on a obtenu, plutôt que de savoir en fait combien on a claqué sur tel budget. Donc voilà, ce sont des pistes, mais si vous voulez faire cette transformation-là, appuyez-vous sur votre direction financière plutôt que de la voir comme l'ennemi, puisqu'en effet, planification long terme, projet, tout ça, etc., et qu'elle l'anti-produit, l'anti-agile. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont nuls, c'est parce qu'il faut leur parler comme des investisseurs. Voilà le petit message clé pour arriver peut-être à faire cette transformation. Ton message, Julien, est très clair. ROI, valeur, finance, ROI, finance, budget, valeur, ROI, budget. Très bien. Je pense que là, on doit répéter 3 fois la même chose normalement pour l'enregistrer. Je pense que là, ça fait 15 fois. Donc normalement, vous avez bien retenu ça. Brice, par rapport à la problématique de base. Ouais, comme mes voisins. Je pense que les deux se marient bien. Le product management, on en aura certainement de plus en plus. Il est peut-être mal matérialisé aujourd'hui, mais on a tous envie d'avoir la meilleure offre, tous avoir envie d'avoir la meilleure solution sur le marché. Et pour délivrer l'agile, ça donne pas mal de coups de main. Ça suffit pas, il faut aussi avoir une bonne stratégie avant de délivrer, par exemple. Mais les deux se marient bien, oui. Quelqu'un veut le dernier mot de la fin? Ouais, moi je vais ajouter un petit truc sur la culture. Et la difficulté, en fait, pour moi, c'est un des écueils, c'est que toutes ces transformations, elles demandent à changer de mindset, à changer de culture. La culture, c'est un peu, quand on discute, c'est un peu tarte à la crème. On dit la culture, c'est un peu un truc d'agiliste. En fait, ça fait sectaire. Mais quand même, c'est hyper concret parce que changer la culture, c'est changer la façon dont va se comporter quelqu'un qui assiste à une démo, qui va se dire ça va pas. Et la différence entre ce qui parle ou qui parle pas, c'est clé pour une entreprise. Dans la tech, on a des choses compliquées. Et c'est pas rare du tout, et c'est même très souvent qu'il y ait une personne, celui qui connaît bien le sujet, s'il a vu une démo, il sait comment ça marche, il pourra donner le bon input et éviter de grosses erreurs. Et cet aspect-là d'empowerment, de se poser des questions, de dire non si on ne comprend pas, c'est pas quelque chose qui est évident. Moi, j'ai des dizaines d'exemples de gens où je leur dis « t'as fait ça, est-ce que tu pensais que c'était une bonne idée ?»
En fait, il me dit non, je pense pas. Je lui dis pourquoi tu n'as pas demandé? Et il dit parce qu'on me l'a dit et que c'est comme ça et que ça vient du haut. Donc casser ce cycle en V et changer la culture, c'est quelque chose de très important qu'il ne faut pas négliger. Et puis il faut se faire aider pour le faire. C'est ce que disait Alexandre quand tu parlais de mindset dans la définition de l'agilité. On arrive à la fin de notre première table ronde. Juste avant de se quitter, peut-être en un mot, allez, une phrase, je suis sûre que vous pouvez y arriver. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette première table ronde? J'ai préparé une analogie. Une phrase. C'est fini déjà. Ok, Laurent. Non, en fait, pour moi, l'agilité est au product management ce que le charbon a été pour la conquête de l'Ouest. Je vous laisse réfléchir. Vous avez 2 heures, ok. Si j'ai une phrase, je vous laisse réfléchir, sinon je peux développer. Bon, on verra s'il reste 30 secondes pour que tu leur expliques. Non, moi, je vais être plus simple. Moi, je pense que l'agile, ça a bougé beaucoup de choses dans la façon dont on fait des systèmes. Et que le produit, en fait, ça clôt une boucle où on va avoir justement l'agile, le produit, et on va pouvoir avoir un système qui est vraiment global et qui inclut nos business. Merci. Brice? Moi, je retiens de mes 2 dernières années que c'est un beau modèle de coopération entre les deux, le product management et l'agilité, et qu'on peut le sortir du monde IT, un peu de tout cet historique dont on parle de tout à l'heure, duquel on a envie de se défaire. Alexandre? Ouais, je vais faire 1-2 phrases max. Oh là là, le son va couper. Je dirais que un des messages clés qu'il faut retenir, c'est que il faut avoir des objectifs clairs quand on met en place une démarche, qu'importe la démarche que vous voulez mettre en place dans l'organisation, avoir des objectifs clairs et des résultats associés. En sens, il y a quelque chose qui est un peu à la mode, là, qui commence à émerger, c'est les démarches OKR. Moi, ça, c'est des choses qui sont pragmatiques et qui vont aider à être moins dans du dogme, mais plus prendre des choses pratiques en fonction d'objectifs et de résultats clés que je veux atteindre. Je fais ça. C'est moi qui décide. C'est vrai. C'est la bosse. Julien? Moi, je dis si l'agile a été perçu aujourd'hui trop dans ce qui en a été fait comme du delivery IT, je pense qu'avec le product, ce qu'on peut arriver, c'est de faire du delivery business et de parler que de business. Je pense que si on arrive à gommer, c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est si on arrive à gommer le côté tech, non pas parce que c'est nul, non pas parce que c'est sale, mais parce que c'est un moyen et c'est pas la finalité. Je pense qu'on gagnera peut-être cette bataille pour atteindre ce qui était dans la promesse agile, je pense. Merci beaucoup à tous les 5 pour vos partages, vos retours. Merci Sabrina. On a essayé de synthétiser ce qu'il fallait retenir et éviter. Avant de passer à la pause, est-ce que vous avez des questions? On peut prendre 1 ou 2 questions. Alors, j'ai un micro. Hop. N'hésite pas à te présenter, dire qui tu es. Je sais pas. Bonjour, je suis Corinne Martins et je suis Change Manager pour le groupe APAV. Et mon entreprise est un client OnePoint. Je le dis aussi. C'est très bon choix. Ça commence bien. Bravo. J'ai une question, retour d'expérience. Quand on a un product manager, quel est le bon ou les bons rattachements hiérarchiques ou pas? Je crois qu'il y en a 2 qui veulent répondre. Ouais, ça tombe bien. J'aurais 2 parce réponses. Que, voilà. Il y en a 2 possibles. Et les 2 impliquent des choix. Il y a le PM qui est rattaché à l'IT. Alors, ça peut être très très bien pour des composants qui sont assez tech, et si ça part de l'IT, mais il va falloir parler business. C'est une vraie transformation du positionnement en fait, de l'IT, du ou de la DSI, la personne, je parle, pour dire qu'en fait, on arrête de parler de delivery, on va parler en fait de develop business. C'est un vrai choc de culture qu'il va falloir mener. L'autre côté, c'est de dire, je le mets côté business. C'est toujours ça, de toute façon, il y a MOA, c'est toujours. Donc si je le mets côté business, en fait, ça peut être très très bien parce que du coup, on a des gens qui connaissent le marché, qui connaissent bien cette acculturation-là. Par contre, il va falloir qu'ils soient responsables et pas se défausser. Ah ouais, ça c'est parce que c'est l'IT qui a mal fait le truc. Non, tu es responsable du produit et de sa delivery et de son résultat. Donc c'est un vrai changement aussi de mindset et il faut avoir aussi quelques connaissances, pas forcément très approfondies en tech, mais qu'est-ce que c'est qu'un cycle en fait, parce qu'on va devoir travailler avec des développeurs et des designers. Donc c'est, je pense, dans les 2 cas, il y a 2 challenges qui sont très différents. Il n'y a pas de réponse magique. La réponse magique, c'est on tue le business, on tue l'IT, on crée une entité digitale qui s'occupe en fait du business digital, ce que certaines boîtes ont fait. Mais c'est une autre transformation aussi qui peut être extrêmement complexe à faire. Chacun a son intérêt.
En fait, là où déjà il y a une volonté de base, et là où il y a des gens qui ont envie d'aller découvrir ce qu'ils ne font pas aujourd'hui, à savoir pour l'IT, parler dans le langage du business, et pour le business, savoir en fait parler aussi du délivré, être responsable du résultat. Donc voilà, il n'y a pas d'endroit facile, et là où c'est volontaire. Et il faudra aller là où ça freine aussi. Ouais, je vais peut-être rajouter un petit truc. En fait, ce que tu dis, c'est vrai, de temps en temps, on met le PM dans la DSI, mais quand on a des organisations qui sont faites avec un mode produit, un peu comme on a dans des startups, dans des scale-up, on va avoir un PM, un Chief Product Officer, on peut avoir un CPTO aussi si on veut, enfin voilà, mais il y a un rattachement qui va le remonter jusqu'au niveau du codir de l'entité. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Et c'est drôle parce que c'est une question qui revient tout le temps, celle-ci. Et d'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas de réponse qui a été acquise jusqu'à présent. Et c'est même un des problèmes, je pense, du product management en entreprise. C'est qu'on ne sait pas où rattacher cette bête-là. C'est un nouveau métier, c'est une nouvelle conception, donc on ne sait pas trop quoi en faire. Et ce que j'ai vu par le passé, c'est la création d'équipes hybrides, où en fait, on prend des profils qui viennent de l'IT, des profils qui viennent du métier, et on les fait travailler ensemble, et on leur apprend le product management. Donc ça peut être bien de créer, par exemple, c'est ce qu'on a fait chez AXA il y a quelques années, on avait rattaché au marketing des profils plus techniques et des profils plus business. Et donc on les a formés au product management au sein du marketing. Et on avait tout ça. Mais il n'y a pas de réponse évidente. On peut prendre une deuxième question, tout au fond. Ok, j'arrive. Ah bah c'est bon, j'ai mes acolytes. Juste avant, j'en profite en même temps, on a un petit QR code, n'hésitez pas à le scanner, c'est juste pour avoir vos retours à chaud sur cette première table ronde. Test. Oui, la difficulté que je vois pour implémenter le product management, Sébastien Guillet, je travaille à la Société Générale, je suis coach. Et en fait, nous, on a une vraie problématique, c'est qu'on a commencé à mettre de l'agilité sur des value chains. Et aujourd'hui, on a un retour de bâton en disant, OK, c'est bien qu'il faut apporter de la valeur au niveau vertical, mais nous, on a besoin de réduire les coûts au niveau horizontal. Et votre truc, ça coûte trop cher, on n'a pas de la vue sur la vue globale. Donc finalement, c'est comment on associe une démarche product management qui est orientée finalement produit final qu'on délivre à des clients, à plein de demandes qu'on a de façon transversale à toute l'organisation. Que nous, à Société Générale, on a du mal du coup à mettre ces choses-là en priorité, où il faut aller voir plusieurs product managers pour qu'ils se mettent d'accord pour prendre un peu de capex chez eux pour un truc un peu transversal. Et c'est pas simple en fait. Ouais, il y a un truc qu'on n'a pas... On n'en a pas parlé, mais dans le produit, il y a aussi un découpage en domaine. Si on en a parlé du découpage en domaine. Et ce découpage en domaine, il n'est pas forcément évident. Et s'il est mal fait, effectivement, on a ce type de biais, de difficulté d'aligner tout le monde. Donc le découpage en domaine, c'est très difficile parce qu'on veut que chaque domaine soit autonome. Et ils ne sont pas forcément autonomes. Et quand il y a des overlaps, ça a des effets de bord fâcheux. Alors j'ai entendu parler de CAPEX, ça fait plaisir. Donc par rapport à ça, en fait, il y a deux choses. Si on regarde en fait le principe de base du product management, c'est d'avoir une équipe autonome avec un PM, un designer et des devs. Donc en fait, tout ce qui est, ou alors attends, on va faire des économies d'échelle en faisant des PM partagés qui vont être sur du... En fait, ça, on est en train de reproduire en fait tout ce qui se passe pas bien. Le côté ça coûte cher, c'est une question qui est excellente, qu'il faut absolument en retourner en combien ça rapporte. Combien ça rapporte. Un e-commerce, ça coûte cher. OK, ça rapporte combien? 20% de marge. Ah, bon, c'est une marge qui est plutôt bonne. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'il faut à chaque fois, en fait, sans arrêt, prouver la valeur parce que ça coûtera toujours trop cher. Par contre, si on a à prouver que ça a de la valeur, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas très fan, en fait, d'avoir des équipes qui travaillent sur tous les trucs, à part sur du back, on va dire, où on est des PM sur des plateformes, par exemple, qui elles-mêmes servent en fait des équipes de front à faire des applications. C'est bien d'avoir des ressources partagées parce que c'est une structure commune, une tech commune. Sur le front, d'avoir des gens qui travaillent un bout là, un bout là, un bout là, un bout là, je pense que c'est très 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 compliqué au final de pouvoir faire avancer. Si on a des 10% de trucs qui sont là, et lui il est disponible sur un 20%, mais lui il a peut-être une dépendance vis-à-vis de 10%. Les modèles distribués, il faut faire vachement gaffe. Je sais que c'était la grande norme en fait en grande entreprise de dire on va tous être multi-projet, multi-truc, multi-machin. Je ne suis pas sûr que le gain a été méga fort. Donc il faut vraiment regarder en fait, est-ce qu'on peut
au maximum avoir des équipes dédiées. Est-ce que le gain apporté est plus fort que l'investissement qu'on y a mis? Et après, voilà, on adapte par rapport à ça, quoi. Et je le ferai peut-être comme ça. Je ne sais pas si ça répond, parce que je ne connais pas encore très bien ce qui se passe à l'ESG en termes d'équipe transverse. Mais... Ça répond partiellement, je dirais effectivement le côté effectivement dans climat vertical, essayer de passer par un ROI, parce que finalement, je dirais de façon globale, la direction dit à la fin, ok, mais est-ce que vous êtes efficace, pas efficace, on ne sait pas trop. Donc passer par un ROI pour une partie de la solution. Après, il y a toujours des problématiques transversales où là, je dis n'importe quoi, mais on va vouloir réduire les coûts de 20% en faisant de l'offshoring ou en essayant de... il y a des outils qui se ressemblent, il faudrait merger vers un seul outil unique utilisé par plusieurs business units. Là, je suis toujours un peu dans le questionnement. Ouais, mais ça restera, quelle que soit l'organisation. Je pense que ça ne dépend pas forcément du produit, cette histoire de... S'il y a des overlaps, comme tu disais, ou ce genre de choses-là. Ça, c'est la personne qui est à la tête de ça, après de décider des produits et de s'y prendre la décision de killer, c'est ce qui est rarement fait en grande entreprise, de killer des produits qui sont inutiles. En mesurant, et pas parce que non, c'est le grand chef à plume qui est là-bas en haut à droite qui fait cette application-là, il faut absolument la garder. En fait, si on arrive à mesurer au travers de l'exploit ou du run, choses qui existent en grande corpo, l'usage en fait et la valeur ajoutée de chacune des applications qui sont là, je pense qu'on peut faire des économies d'échelle qui ne sont pas forcément plutôt à être soyez plus efficace, mais garder la même dette technique et garder tout ce bazar-là, mais plutôt qu'est-ce qu'on tue en fait comme application qui permettent aux gens en fait, de se recentrer sur les trucs qui marchent le mieux ou qui apportent le plus. Et ça, je pense que c'est très rarement fait. J'ai eu une conversation la semaine dernière avec quelqu'un qui était patron de l'exploit. Patron de l'exploit, c'est ça coûte trop cher, pas assez de bugs, il y a trop de bugs, ça coûte trop cher. Okay, d'accord, mais qu'est-ce que ça rapporte? Et je pense que si on arrive à mesurer en fait, via l'exploit l'usage et la valeur et la SAT, on va pouvoir prendre des décisions qui sont basées sur est-ce que c'est utile, toutes ces applications qu'on a, je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'applications qu'il peut y avoir dans des grandes applications, comme la Société Générale, on parle de produits en front, mais il y a aussi des produits en back. Voilà. Merci Julien. ROI, valeur, again. Tout rejoint la valeur. Écoutez, merci à tous les 5. Merci pour vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à profiter de la pause pour venir voir les speakers. Je vous rappelle également qu'on a un stand Atlassian juste au-dessus sur la mezzanine, donc n'hésitez pas à aller les voir. Le petit cul Atlassian. Là, il y a Andrea juste à côté de vous, elle va tout vous expliquer. 30 secondes pour le QR code, ça nous ferait grand plaisir. Et on se retrouve à 15h pour la 15h30, pardon. Mais bon, on n'est pas, voilà, on savait qu'on allait avoir un quart d'heure de retard. Pour la table ronde sur les outils et l'IA vont-ils sauver l'agilité. Merci beaucoup. Merci.